Bonjour à tous. Dans quelques jours, l'année 2022 a laissé place à 2023. L'occasion pour nous de revenir sur les meilleurs moments de TLS+, qui tout au long de l'année aura tenté de vous faire découvrir de nouveaux horizons, qu'ils soient scientifiques, environnementaux, sociétaux ou encore culturels. Nous avons aussi eu la chance de recevoir des femmes et des hommes déterminés qui ont su, au travers de leur travail et de leur expérience, nous insuffler un peu de leur passion. Et surtout, nous avons eu la grande chance de parler de sujets qui n'ont pas de frontières, des sujets qui nous concernent tous. Alors pour tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette année, deux bonnes nouvelles. La première, c'est que nous vous offrons pour cette fin d'année une compilation des meilleurs moments de TLS+ 2022. Et la deuxième, c'est qu'en 2023, nous serons toujours là pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année sur Télésud, bien sûr. Laurent, comme je vous le disais quand on en a discuté pour la première fois, la Grande Muraille Verte est un projet de l'Union africaine, c'est un projet d'intégration. Bien sûr, le président Wade, avec son EHPAD, a beaucoup contribué à sa conceptualisation. Mais en fait, la Grande Muraille Verte suit le parcours de cette ceinture de carité qui existe depuis des milliers d'années et qui est une infrastructure climatique. Donc, ça veut dire qu'elle permet de réguler le climat dans tous les sens, au nord, au sud, aussi aux États-Unis d'un côté, au Moyen-Orient de l'autre. Donc, ce sont des infrastructures climatiques comme beaucoup d'autres qui ont été endommagées par l'homme, si vous voulez, par la manière dont l'homme a évolué dans ces zones. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques, ça peut être la contribution intégrée de l'Afrique. Donc, pour nous, c'est une vision qui doit être articulée autour des populations autochtones de ces régions sédentaires ou nomades, leur cadre de vie et leurs activités économiques. C'est vrai qu'autour de ce concept-là, on peut aujourd'hui définir énormément de projets qui vont permettre de résoudre les problèmes majeurs que ces populations-là rencontrent au quotidien. J'en ai pas une de définition de l'art de manière générale et de l'art contemporain africain, mais plusieurs. Et c'est justement cette diversité d'angles, cette diversité d'approches, cette diversité d'inspiration qui, pour moi, fait la richesse de ces scènes artistiques que nous défendons et que nous valorisons à travers notre travail. Et différencier l'art et son impact sur l'humanité par rapport à son origine, Afrique, Occident, Océanie, pour moi, ça n'a non seulement aucun sens, mais aucune. Ce n'est pas intéressant. D'accord. Parce que l'art est censé toucher la personne qui le reçoit, peu importe d'où il vient. Et moi, je suis touchée par certaines choses. Vous êtes touchée par d'autres choses. C'est pas forcément les mêmes choses, mais c'est pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de catégorisation et c'est compliqué de ranger l'art par rapport à d'où il vient. Moi, l'événement en 2021 qui m'a inquiété et qui m'a même choqué, c'est les 49,6 degrés que nous avons enregistrés au Canada, en Colombie-Britannique. Donc, nouveau record absolu de chaleur au Canada, qui a été pulvérisé de plusieurs degrés. Et l'ancien record était, il me semble, de 43 degrés. Donc, vous voyez qu'on a franchi un saut énorme. Il faut vraiment se rendre compte de cette valeur de 49,6 degrés. On est quasiment à 50 degrés au Canada. On est quand même à des latitudes relativement élevées. C'est une valeur qui est absolument incroyable et que je pense personne n'était préparé, n'aurait misé 1 euro là-dessus cette année. Donc c'est pour vous donner aussi un ordre de grandeur, 49,6 degrés, c'est le record national du Maroc. Je pense que ça remet quand même pas mal les choses en, Ah oui, en effectivement, oui. Voilà. C'est des choses malheureusement auxquelles il va falloir qu'on s'attende dans les prochaines années, c'est-à-dire des pays qui vont battre leurs records, qui vont pulvériser leurs records de plusieurs degrés. C'est un petit peu ce qui nous est arrivé, nous, finalement, en 2019, quand on est passé à 46 degrés sur la France.
certaines villes, comme Montpellier, ont explosé là aussi leur précédent record de plusieurs degrés. C'est des phénomènes absolument incroyables, enfin, très, 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 très forts, très marqués, et qui malheureusement devraient se répéter dans le futur en lien avec le changement climatique. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail qui a été réalisé donc par le comédien Jordan Peele pour dénoncer un peu cette problématique. On était en pleine fake news, en ère de fake news à l'époque, avec Donald Trump qui justement colportait toutes sortes d'informations et il voulait certainement faire un propos là-dessus. Il a collaboré avec, je crois, le MIT pour réaliser cette vidéo. Donc, on peut considérer que c'est une vidéo entre guillemets de laboratoire. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de techniques qui deviennent de plus en plus accessibles. C'est effectivement effrayant parce qu'on pourrait penser que ce type de manipulation puisse survenir de façon assez souvent. En réalité, pour le moment, ça fait bien 4 ans que le phénomène existe et on n'a pas vu pour le moment de vidéos encore convaincantes ou même trop problématiques, même si on a eu quelques-unes émerger. Donc là, on va typiquement voir des étoiles qui sont en formation. Ça rentre un petit peu dans le cadre des recherches sur les exoplanètes, puisque les exoplanètes naissent autour des étoiles. Et donc on veut comprendre comment elles naissent, comment se forment les planètes, et ça se forme en même temps qu'une étoile. Et donc en observant ce type de nébuleuse, où avec Hubble on n'est pas capable de voir ce qui se passe à l'intérieur du nuage parce que c'est de la poussière et c'est opaque en fait, il y a des étoiles mais la lumière ne sort pas bien. Et par contre elle sort en infrarouge, donc grâce à ces longueurs d'onde infrarouges et à un télescope qui est spécialisé pour ces longueurs d'onde, on va arriver à percer le nuage, entre guillemets, et donc à aller voir des étoiles qui se trouvent à l'intérieur et qui sont des très jeunes étoiles. Alors ça veut dire quelques centaines de milliers, peut-être quelques millions d'années, ça c'est jeune pour une étoile. Et donc comprendre aussi comment les planètes se forment autour de ces étoiles. Le CIO et les fédérations internationales ont une responsabilité, c'est-à-dire qu'elles ne conditionnent jamais l'organisation des événements sportifs internationaux, donc ça vaut aussi bien pour la Coupe du Monde que pour les Jeux Olympiques d'hiver ou d'été, à d'abord des conditions démocratiques. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que la majeure partie des différents événements sportifs aujourd'hui sont focalisés sur des régimes autoritaires, pour pas dire plus. Il n'y a pas de conditionnalité. C'est-à-dire que quel que soit l'état de votre régime, quel que soit le sort que vous réservez à votre population, vous pouvez candidater dès lors que vous avez les moyens de le faire. Alors après, pourquoi ? Parce que plus personne n'a les moyens de le faire ? Effectivement, et puis surtout, quand vous êtes, c'est ce que Thomas Bach disait et ses prédécesseurs aussi, c'est quand vous êtes reçu par une dictature. L'avantage, c'est que vous savez que les jeux vont se faire correctement et qu'on va aller jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas de manifestation de la société civile, vous n'aurez pas une opinion publique qui sera contestataire, vous n'aurez pas finalement des grèves. Oui, non, mais ça s'applique pour tout alors ? Oui, mais on est là dans un rapport de force, c'est-à-dire que là où on imagine que les jeux et le sport sont apolitiques, en vérité, pas du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on se cache simplement les yeux en disant « le sport est apolitique, c'est formidable. Oh, regardez ce que font ces régimes », en oubliant complètement qu'on est face à ce qu'on appelle du sport washing, c'est-à-dire que le sport sert à cacher d'autres finalités, d'autres ambitions, des logiques de puissance, mais aussi un autre discours. C'est pour ça que les régimes autoritaires y vont. Sinon, ils n'auraient aucun intérêt à y aller. Qui peut dire stop à ça ? D'abord les sponsors, parce que finalement c'est le payeur, le décideur. Ensuite les diffuseurs, c'est-à-dire que le jour où NBC dit « écoutez les gars, vous êtes mignons, mais il y a un moment donné, on va arrêter de montrer des images de dictature ». Pourquoi NBC, c'est le plus gros diffuseur ? Ouais, c'est le plus gros diffuseur, c'est le diffuseur américain et c'est celui qui paye le plus le CIO. Donc à partir du moment où NBC dira « on arrête les frais et on arrête de montrer la propagande chinoise en la mettant en avant », voilà. Ensuite, il y a la société civile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra se poser la question de savoir s'il faut la regarder, ces jeux. S'il faut regarder ces Coupes du Monde. Là, il y a le Qatar qui se profile, mais on est dans cette logique-là. La société civile doit se mobiliser. Et puis il y a une dernière chose, il y a les ONG. C'est-à-dire que les ONG doivent faire pression. Et les CIO, mais ça vaut pour la FIFA, ça vaut pour tous ceux qui organisent des événements sportifs. Tous doivent réfléchir aussi à ce que représente le sport aujourd'hui. Le sport est à l'avant-garde des relations internationales, et si on n'est pas capable de le moraliser ou à minima de l'encadrer, il ne servira que les régimes les plus durs. On
a à peu près 96%, on va dire, d'eau salée. Sur le reste qui compose un peu l'eau douce, on a 2% qui va constituer tous les Island Seas, c'est-à-dire le Groenland, l'Antarctique, les eaux situées dans les glaciers, le permafrost. Donc toutes ces eaux-là auxquelles on n'a pas directement, nous, accès pour avoir de l'eau douce. On a essayé parfois de remorquer des icebergs, mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, c'était quand même un peu compliqué. Donc le reste de l'eau douce disponible, elle est située dans 2 milieux. On a 1% de l'eau douce planétaire qui est située dans les réserves souterraines. Parfois, ce sont des réserves fossiles qui ont été... c'est de l'eau qui s'est infiltrée il y a des milliers et des milliers d'années et que l'on récupère aujourd'hui massivement. Je pense par exemple au Sahara, où on avait, il y a 6000 ans de ça, une forêt quasiment amazonienne, si vous voulez. Et effectivement, les milieux souterrains sont remplis d'eau extrêmement pure qu'actuellement on prélève massivement alors qu'on a une zone désertique située au-dessus. Donc en fait, on a 1% de cette eau planétaire dans ces milieux souterrains et seulement au niveau des milieux superficiels, 0,00012%. Donc en réalité, l'eau des rivières, l'eau des lacs, c'est vraiment un milieu extrêmement faible et c'est celle qui est le plus directement accessible. Bon, déjà, les enfants, ce qu'ils ont appris avec le Covid, c'est à mettre un masque. À se laver les mains. Beaucoup se mettent de gel hydroalcoolique. Ils ont appris comme nous des nouveaux mots. Covid, antigénique, autotest, PCR. Voilà, bon, ça déjà, c'est bien rentré dans la tête des enfants. Et ensuite, bon, ce qu'ils ont appris avec le Covid, je crois qu'il y a eu peut-être effectivement une prise de conscience qu'on est une société. Que nos actions peuvent avoir des conséquences auprès de tous. Par exemple, quand on a demandé à des enfants, tu verras plus papy, mamie, parce que c'est dangereux pour eux le Covid. Non, pour toi, c'est pas grave, mais ça peut être grave pour eux. Donc peut-être effectivement une sorte de responsabilité et puis de se rendre compte qu'il n'y a pas que leurs actions ont des conséquences. Vous êtes donc d'accord avec ce que disait ce professeur ? Je sais que moi, en tout cas, qui communique énormément avec les enseignants depuis 5 ans, je sais que c'est très important pour eux, cette idée d'autonomie et de responsabilité des enfants. Et d'ailleurs, ça a été une des conséquences négatives du Covid. Les enfants sont revenus en classe en septembre donc 2020, après la période de fermeture des écoles. Ils sont revenus en classe en septembre. Et ils ont eu beaucoup d'enfants qui avaient beaucoup de mal avec la notion de vivre en société, de partager, et puis même d'autonomie, parce qu'ils étaient dans le cocon familial. Ils ont raté toute une période importante d'apprentissage, de la sociabilisation et d'autonomie. Et voilà. Déjà, je me permettrais de définir les choses. C'est-à-dire le couple mixte, comme vous l'avez dit, c'est un nom. La mixité, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? C'est pour ça que je dirais que le couple mixte, s'il était vu au travers de la dimension culturelle, c'est-à-dire un couple interculturel, eh bien, vous comprendrez que tous les couples sont mixtes. Oui, effectivement. Et à partir de là, on peut simplement se demander quels sont les facteurs de différence qu'il y a dans certains couples et dans d'autres. Donc, les facteurs cumulatifs de différence qu'on peut retrouver au niveau de l'apparence, au niveau du langage, au niveau de l'art de vivre, ou les traditions, au niveau des systèmes de valeurs, et puis également au niveau de la sensibilité émotionnelle. Oui, mais là, si vous prenez quelqu'un qui habite en Alsace et quelqu'un qui habite en Sicile, on retrouve tous les mêmes critères. Absolument, absolument. Voilà. La seule différence, c'est que lorsqu'on parle généralement de couple mixte, il y a souvent une petite hypocrisie. Voire même une grosse. Je vous laisse perdre propriétaire vos propos. de mes propos, on est d'accord. Disons que, imaginons par exemple une personne de type méditerranéenne qui serait italienne, et une autre qui serait du Maghreb. Des fois, faire la différence entre les origines des deux, c'est très complexe. Eh bien, quand on va les regarder au travers de leur apparence, on ne va pas s'imaginer qu'ils sont mixtes de par la nationalité ou de par la religion. Donc, le problème avec le terme mixte, c'est que c'est une façon de taire la différence. Mais finalement, un couple reste toujours l'union de deux étrangers, quelle que soit
la subtilité qu'on met derrière le terme de l'étranger. Alors je dirais déjà, avant de se poser la question de comment est-ce qu'on fait changer les choses, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et le constat, il est assez clair, il est assez simple, c'est que finalement, aujourd'hui, on ne va pas voter parce qu'on n'en a rien à faire, on ne va pas voter parce que c'est un choix, en fait. Tout simplement parce qu'il y a une citation d'Einstein qui est souvent répétée, c'est en reproduisant les mêmes erreurs, il ne faut pas s'attendre à un résultat qui est différent. Donc je pense que ma génération, on a bien compris ça, c'est-à-dire qu'en allant mettre son petit bulletin, en allant voter toujours à peu près pour les mêmes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des révolutions qui se passent après ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ma génération qui fait ce constat, c'est aussi les générations précédentes, les générations suivantes. Et donc, je pense que les politiques aussi, il faut aussi qu'ils se demandent dans ces périodes-là, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation. Je me permets de vous couper, vous dites qu'on va toujours voter pour les mêmes, mais ce sont toujours les mêmes, donc oui, c'est pour ça que vous arrêtez de voter alors. C'est un peu un jeu de chaise musicale, en fait. On se dit presque, on lance un dé et ça tombe sur n'importe quel candidat, on aura le même résultat à la fin, parce qu'il n'y a pas de changement dans les politiques. Parfois, on met un candidat de gauche au pouvoir, 3 mois après, il va changer totalement son programme. Donc c'est aussi là qu'il y a des choses à changer, je dirais. Et puis rassurez-moi, vous ne pensez pas qu'il le fait exprès, on est bien d'accord. Ils ne le font pas exprès, mais il y a un minimum de rigueur à avoir aussi. On n'arrive pas au pouvoir avec des propositions pour changer d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, et quelques mois après, on fait tout l'inverse en se disant non mais bon, c'est pas grave, je leur avais promis ça, je leur avais dit que j'allais changer leur vie, on verra plus tard, et en attendant, on va aider les riches. Non, on est soit de gauche, soit de droite, à un moment donné, il faut un minimum de rigueur, ou alors pas d'étiquette. Oui, alors la théorie quantique, donc c'est une assez vieille théorie qui a commencé, on va dire, vers les années 1900. Et c'est la théorie qui nous permet de comprendre et de prédire les phénomènes microscopiques. Voilà. Et alors, ce que Feynman dit, c'est qu'on ne peut pas vraiment la comprendre, bien qu'on puisse la décrire avec nos méthodes mathématiques, parce que ce qu'elle prédit, ou en tout cas ce qu'elle décrit, ce sont des phénomènes qu'on n'arrive pas à interpréter à notre échelle. Tout simplement parce que la réalité microscopique diffère complètement de notre réalité macroscopique. Donc un exemple très concret, c'est par exemple si on lance une balle devant nous, donc la trajectoire que la balle aura est très déterminée, mais si cette balle était à l'échelle quantique, la balle serait lancée dans plusieurs trajectoires en même temps. Et voilà, donc c'est ce genre de mystère qu'on n'arrive pas à comprendre, bien qu'on puisse les décrire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que HPI, c'est le terme qu'on utilise maintenant pour désigner ce qu'on appelait avant les surdoués. Donc en fait, on en parle depuis très longtemps, ça fait plus de 100 ans, plus de 150 ans que beaucoup de scientifiques s'interrogent sur ce qu'on appelait d'abord le génie, puis ensuite le surdon, ou les enfants doués, les gifted par exemple aux États-Unis, et qu'on va appeler maintenant, parce que c'est le terme consensuel qu'on utilise en sciences et puis pour les cliniciens, le haut potentiel intellectuel. Alors évidemment, même si on l'utilise depuis très longtemps, c'est un sujet qui depuis quelques années, avec l'apparition de livres et puis de séries, est devenu de plus en plus populaire, de plus en plus à la mode et qui est plus démocratisé, plus accessible auprès du grand public. Le truc, c'est qu'on a l'impression qu'en considérant les surdoués, en donnant cette classification d'HPI, on a l'impression aussi que ça permet à beaucoup de personnes de s'imaginer potentiellement l'être. Ça a ouvert une porte, oui, mais toi, tu dois être HPI, sans trop savoir ce que ça veut dire. Donc, on fait un test vite fait sur Internet, on pose 20 questions, on en a 18 de bonnes parce qu'on l'a fait 2 fois. Je sais, je l'ai fait. Et on vous dit, vous êtes HPI. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Alors, tout à fait. Déjà, ça ne se fait pas sur Internet, c'est bien de le préciser. Ça, il faut bien rassurer toutes les gens qui ont eu 8 ou 10, enfin, qui ont eu des mauvaises notes, ça ne veut rien dire. Voilà, tous les tests que vous allez trouver sur Internet de passation rapide ne sont pas des tests sérieux, c'est pas ça qui va vous permettre d'identifier un haut potentiel intellectuel. Alors, comme beaucoup d'entités à la mode, mais j'ai envie de dire ça va être le cas, par exemple, pour le syndrome d'Asperger, voilà, pour l'autisme, même pour le TDAH, qui devient un peu plus visible maintenant. À partir du moment où il devient visible, beaucoup de gens vont se reconnaître. Mais là, mais vous me parlez d'handicap, là. Oui, pas le HPI. Le HPI n'est pas un handicap. D'accord. Effectivement, ce n'est pas un trouble. Mais comme beaucoup d'éléments thématiques psychologiques qui vont devenir un petit peu à la mode, dès que ça a de la visibilité, les gens vont s'y intéresser et peut-être s'y reconnaître. Après, il y a une autre chose qui explique que les gens se reconnaissent dans le portrait du haut potentiel, c'est qu'il y a des descriptions qui sont plus ou moins sérieuses, plus ou moins englobantes, et quand vous allez avoir des descriptions très larges et très floues, finalement, qui incluent des éléments de personnalité, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'intelligence, eh bien, vous allez avoir plus de monde, selon ce qu'on appelle par exemple l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est ce qui fait que vous reconnaissez dans des descriptions un peu larges et floues, un peu comme
comme les horoscopes, si vous voulez. On a toujours l'impression que ça parle un petit peu de nous. Et ben là, ça va être pareil. Vous allez avoir des portraits comme ça, et les gens vont s'identifier à ces éléments-là et se questionner sur le fait de savoir s'ils ont ou pas un haut potentiel intellectuel. Sur l'intelligence artificielle, il n'y a pas encore de grands leaders. Malheureusement, voilà. Enfin, il y a un sujet qui est celui de l'utilisation de l'intelligence artificielle par la Chine, qui est une utilisation un peu dictatoriale. Surveillance même. De surveillance, voilà. Donc, évidemment, on n'en veut pas. Il y a l'utilisation du numérique un petit peu soft power des Américains pour finalement étendre leur influence. Et puis, ce que je souhaite, ce que je soutiens, c'est une intelligence artificielle, un monde numérique, une troisième voie, qui est celle de l'Europe, avec une régulation et finalement quelque chose de beaucoup plus adapté à l'humain. Vous êtes en train de me dire que l'intelligence artificielle pourrait être un outil politique, voire diplomatique. Ah ben ça, c'est clair, hein, c'est clair. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Poutine ou quelqu'un d'autre qui l'a dit que ça va être la première arme diplomatique. Bon, bien sûr. Et donc il faut être très attentif. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'insiste sur la formation, non pas pour former des ingénieurs ou des chercheurs, former tous les citoyens sur ces sujets-là, dès le plus jeune âge, puisque c'est quelque chose qui va être prégnant dans notre société. Donc si on veut avoir des citoyens responsables qui comprennent au hasard pourquoi Facebook est gratuit, voilà. Si vous les formez à la data, vous les formez à ce qu'est un algorithme, ils vont vite comprendre. Hein, donc, et c'est cette maturité que nous devons acquérir. La France, j'espère, et en tout cas dans sa représentation, a évolué, mais elle ne se fera pas, et la preuve en est, sans les premiers concernés, c'est-à-dire ceux qui se réclament, entre guillemets, des minorités visibles, dits de la diversité. Enfin, j'espère qu'un jour, on n'aura plus à parler de ces termes barbares, mais qui feront eux-mêmes le cinéma. Je vois de ma propre expérience là les évolutions par rapport à des réflexions qu'on a eues effectivement avec Aïssa Maïga ou Rokhaya Diallo d'ailleurs, hein, qui fait un travail considérable sur en tout cas comment interroger ces questions-là. Et j'invite d'ailleurs à voir le documentaire pour lequel j'ai participé qui était Où sont les Noirs, où on s'interrogeait vraiment sur cette représentation-là. Je suis très heureux, par exemple, aujourd'hui, alors que ça fait quand même bien 5-6 ans que je suis un peu en mode guerrier, hein, de dire à chaque fois que j'ai une classe en face de moi, de quartier populaire ou de classe faite pour effectivement les personnes qui ne se sentaient pas de porte ouverte devant eux pour pouvoir pénétrer ce système, où je leur dis n'attendez pas en fait. Ouais. N'attendez pas qu'on vous écrive des rôles, parce que si vous attendez d'un réalisateur ou d'une réalisatrice de 50 ans, blanc, qui a une histoire personnelle, qu'elle ou qu'il vous écrive des rôles où vous ressentez quelque chose à jouer, qui se joue pour vous, là, à l'intérieur de vous, ça va être compliqué, parce que il faut les écrire soi-même, ces histoires. Un couple, avant, il n'y avait pas forcément de rencontre amoureuse. On avait des mariages arrangés. Oui. Donc finalement, la personne, on la rencontrait, puis on se mariait. Donc ensuite, on apprenait à se connaître, et puis peut-être qu'il s'y passait de l'amour et peut-être du désir. Ou l'un sans l'autre, ou l'un avec l'autre. Bon, ça dépendait de la chance qu'on avait. Puis après, il y a eu les rencontres, on va dire, plutôt liées sur des attirances et du flirt. Donc on apprend à se connaître, on tombe amoureux ou amoureuse, puis après, on se marie. Mais il y a déjà la promesse du mariage, alors peut-être on a flirté avant, ça veut dire qu'on a eu des caresses un peu poussées, mais il n'y a pas une nudité échangée. Et puis arrive le moment du rapport sexuel, soit juste avant le mariage, mais on savait qu'on allait se marier, soit après le mariage. Et puis c'était un peu la concrétisation d'un amour, et puis peut-être on va dire quelque chose qui disait que ok, ça marche. Bon, parfois ça marchait pas, puisqu'on n'avait pas testé avant. Et maintenant, la rencontre se fait parfois sur des sites internet, justement. Alors ça aurait pu être les sorties en boîte aussi, où on se rencontre et puis il y a une attirance physique, où on décide qu'en fait on a envie d'une rencontre sexuelle. Donc on a d'abord une relation sexuelle,
Puis il y a le lendemain matin éventuellement. Et puis ces deux choses-là vont faire qu'on va peut-être décider de se mettre en couple. Donc ça change, ou de se revoir, mais parfois même de faire couple, effectivement. En tout cas, ça va commencer d'abord par la relation sexuelle. Et ça change un petit peu les manières de se rencontrer maintenant. Il faut effectivement accompagner notamment la question de l'assainissement localement, qui est une vraie question locale, puisque la qualité de l'eau, c'est vraiment le principal problème que l'on a. D'ailleurs, plus on va aller forer loin, plus on risque aussi de retrouver dans des eaux des problèmes d'arsenic qui est aujourd'hui le principal problème au niveau mondial des diarrhées infantiles. Donc on voit que l'eau et la santé n'est jamais très loin, mais j'ai envie de dire que ces populations sont directement concernées, ont conscience des choses. Et celles qui sont peut-être aujourd'hui le plus fragiles, ce sont les géants de l'eau, qui, eux, sont tellement habitués à avoir de l'eau, je pense notamment au Canada et au Brésil. En fait, ils ont des masses colossales, ils ne se sont jamais posé de questions. Effectivement, ils sont regardés comme les plus riches en eau sur la planète, et ils viennent de vivre des sécheresses extrêmes. Et ils ne sont absolument pas prêts dans leur système. En Afrique de l'Ouest, donc dans cette ceinture de carité, le carité est considéré comme étant l'or des femmes, on l'appelle l'or des femmes. C'est vrai. Parce que c'est principalement les femmes qui travaillent sur le karité. Malheureusement, la valorisation est limitée. Et là, je peux vous donner des exemples concrets. On ne travaille que sur les amandes et les noix de karité. On ne travaille pas sur la chair de karité. On n'utilise pas de technologies qui permettent de valoriser les résidus de karité, n'est-ce pas? Donc, on peut étendre la chaîne de valeur. Et ce qu'on fait, par exemple, au niveau du karité ou de la mangue, c'est se dire, bon, on va étendre la chaîne de valeur. Il y a des déchets qui peuvent être valorisés en énergie ou en engrais, en fertilisant bio. Il y a de la chair qui peut être valorisée en éléments nutritifs. Il y a une chaîne de valeur qu'on peut regarder, qu'on peut étendre. Et sur le même fruit de karité, là où aujourd'hui on produisait, où il avait une valeur économique de 1 euro, on peut créer 10 euros de valeur économique.